Bonsoir à tous et bienvenue. Le 27e congrès postal universel s'est clôturé ce matin à Abidjan. Une cérémonie en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Il s'est réjoui de la réussite d'un tel événement dans la capitale économique. C'est une note très salée dévoilée par Moussa Sanogo, le ministre du Budget. Plus de 50 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a perdu la Côte d'Ivoire depuis l'avènement de la pandémie de coronavirus. Il était l'invité d'étudiants ce vendredi. Et puis, pancarte à la main, il demande au peuple nigérian. Des combattants de Boko Haram se rendent à l'armée. Le gouvernement crie victoire, mais selon des experts, une autre menace se profile. Le 27e congrès de l'Union postale universelle s'est clôturé après 3 semaines d'intenses réflexions. Le forum de discussion entre toutes les postes du monde a défini sa politique pour les 4 années à venir. Il a également renouvelé ses instances avec notamment l'élection de l'Ivoirien Isaac Yamba Yao, désigné président d'administration de l'institution onusienne. Yeli Traoré, Mathurin Badé. Les lampions se sont éteints sur le 27e congrès de l'Union postale universelle, UPU, qui s'était ouvert à Abidjan le 9 août dernier. Pendant 21 jours, les participants au congrès ont planché sur des thématiques visant à définir de manière consensuelle les règles qui régiront la gestion logistique des échanges du courrier international pour les 4 ans à venir. 3 belles semaines riches et fructueuses qui nous ont permis de prendre de belles décisions, de consacrer de belles réformes, comme celle notamment de la permanence des actes, pour en citer une, et certainement d'avoir pris des options très encourageantes pour le futur. Vous avez fixé le cap en approuvant la stratégie postale d'Abidjan, vous avez complété la feuille de route en approuvant le plan d'affaires. Avec la fixation du plafond de dépenses du budget ordinaire pour les 4 prochaines années, vous avez donné quelques moyens. Je suis certain qu'au travers des exercices budgétaires annuels à venir, vous devriez pouvoir aller à destination, aux Émirats arabes unis en 2025. Ce 27e congrès d'Abidjan, le 2e sur le continent après celui tenu en Égypte en 1934, aura été un succès en termes de participation, malgré le Covid-19, et en termes d'organisation. D'où la satisfaction du Premier ministre Patrick Hachi. Pour ce premier sommet organisé en Côte d'Ivoire et sur le continent africain depuis 1934. Que de joie, que de fierté et que d'émotion. C'est donc avec ces sentiments profonds, mesdames et messieurs, que je m'adresse à vous au nom de l'Afrique, représentée par tous ces délégués ici présents, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi que du peuple ivoirien, pour vous dire du plus profond de notre âme, merci. Merci d'avoir permis à ce rêve de tout un continent de devenir une réalité. Notons que ce 27e congrès a vu le renouvellement des instances dirigeantes de l'UPU. Ainsi, le japonais Masahiko Metoki succède au Kényan Bichar Abdirahman Hussein au poste de directeur général. Le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, Isaac Yamba Yao, devient président du conseil d'administration. Le prochain congrès aura lieu dans 4 ans aux Émirats arabes unis. L'actualité, c'est aussi Al-Mustafa, placé sous mandat de dépôt pour faux et usage de faux. Il a été déféré à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, une arrestation qui fait suite à une plainte du Sénat. Les précisions dans ce commentaire de Pierre Dipomela. Al-Mustafa, présumé cerveau d'un réseau de faussaires risque gros. Il a été arrêté et déféré à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan pour des faits de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs, escroquerie portant sur du numéraire, corruption et blanchiment de capitaux. Son arrestation fait suite à une plainte contre un connu émise par le secrétaire général du Sénat le 22 janvier 2020. Selon le procureur de la République, Ado Richard Christophe, le mis en cause et ses complices ont produit et commercialisé de fausses attestations d'exonération de sénateurs auprès de particuliers.
lesquels s'en servent pour contourner la procédure douanière en matière d'importation de véhicules. Au surplus, l'enquête a révélé l'implication de certains sénateurs. Ceux-ci ont cédé à de tierces personnes moyennant rémunération des documents occasionnant ainsi un préjudice financier important à l'administration douanière. Une demande aux fins d'autorisation de poursuite contre ces sénateurs indélicats sera adressée au Sénat, conformément à l'article 145, alinéa 1 du règle du Sénat en date du 26 janvier 2018. Et ce n'est pas tout. Les bénéficiaires des attestations frauduleuses, de même que toutes les personnes impliquées dans cette fraude, font l'objet de recherches en vue de leur faire subir toute la rigueur de la loi pénale. Une affaire judiciaire qui pourrait éclabousser plus d'un. Anonymes comme personnalités des hautes sphères en paieront le prix. Une vidéo virale d'un immeuble de la DGMP, Direction Générale des Marchés Publics, présenté comme défaillant, a fait le tour de la toile. Un expert immobilier commis pour évaluer la situation rassure et donne des explications. Pierre Dipomélin, Mathurin Badé. C'est ce nouveau bâtiment qui abrite depuis juin 2020 les services de la Direction Générale des Marchés Publics, un bloc de 2 immeubles R+3 mis à la disposition de la DGMP par l'administration en vue de centraliser tous les services et privilégier la célérité dans le traitement des dossiers de ce département stratégique. À la surprise générale, la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Abidjan, mercredi, a causé une infiltration d'eau dans les locaux du bâtiment. Heureusement, aucun dommage n'a été enregistré. L'infiltration a très vite été circonscrite. La première source est liée au fait que cette terrasse sur laquelle nous sommes est une terrasse accessible, mais qui par-dessus n'est pas couverte. Donc, relativement aux intempéries, cet espace-là va accueillir un certain nombre de quantités d'eau. Et comme la pluie était forte, cette quantité-là s'était amoncelée un peu partout dans cet endroit-là. Deuxième situation que nous voulons aussi évoquer, c'est que par-dessus, nous avons des gaines d'évacuation. Et donc ces gaines d'évacuation-là débouchent dans des conduits et qui aussi sont venus aussi s'accumuler à cette quantité d'eau qui avait été aussi recueillie, j'allais dire, sur cette terrasse accessible. Alors, la difficulté que nous avons connue, c'est que nous avions une seule bouche d'évacuation. Et cette bouche d'évacuation-là n'a pas pu absorber la quantité d'eau. Donc ce qui s'est produit naturellement, c'est qu'il y a eu remontée d'eau. Et donc cette remontée d'eau-là a pu trouver au niveau de cette porte une ouverture. Et ainsi, l'eau a commencé à accéder au bâtiment à travers l'ouverture qui est entre cette porte et le muret que l'eau a pu dépasser. Pas de péril en la demeure. Une fois l'incident contrôlé, la Direction Générale des Marchés Publics a commis un expert immobilier dont le verdict est plutôt rassurant. Il s'avère que l'eau de pluie qui est sur la coursive n'a pas pu être absorbée, évacuée correctement. Le niveau est monté et c'est passé par la porte qui donne sur les escaliers. Mais ce n'est pas une affaire bien grave, hein. Le bâtiment n'est pas en danger. Quand cette solution qui est de reprendre correctement les eaux de pluie sera faite, alors il n'y aura vraiment plus de problème. Lors de notre constat ce vendredi, les agents étaient à leur poste, concentrés à la tâche et surtout focus sur les résultats énormes attendus par l'administration financière. Sur le front sanitaire de la Covid-19, autrefois réticents, les acteurs de la Case des Bobos se ruent désormais vers les centres de vaccination. Eux aussi veulent avoir leur dose de vaccin, conscients grâce à la sensibilisation de l'importance de se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Brice Niawa, Aruna Zeba. Les artisans et autres commerçants de la Case d'Abobo se sont mobilisés en grand nombre pour recevoir leur première dose du vaccin anti-Covid. Ils répondent ainsi à l'appel de leur association. On avait des appréhensions, d'autres disaient qu'après le vaccin, on tombait malade, tout ça. Bon, comme j'ai des collègues qui ont déjà fait, bon, ils m'ont rassuré, ils m'ont dit que
Après le vaccin, même si ton corps chauffe, si tu prends des paracétamol, ça passe. Donc c'est ainsi que quand on a vu la bâche, on est venu spontanément pour faire notre vaccin. Si les cas augmentent et puis les morts augmentent, il est mieux de se prévenir que de guérir. Il y a beaucoup de points, mais quand on me disait de partir, quand je vais, on dit on arrête à 11h30. Donc avant d'arriver là-bas, c'était déjà tard. Donc j'ai appris qu'on le faisait ça aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis venue me vacciner. Organisée par l'AFECAMSI, l'Association des ferrailleurs et casseurs modernes de Côte d'Ivoire, cette campagne vise à aider le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Selon ce responsable, la casse d'Abobo est un lieu de contact à cause du nombre important de personnes qui y viennent. Il faut donc toujours sensibiliser et pérenniser cette action afin d'éviter tout risque de contamination. La maladie fait beaucoup de dégâts, surtout l'étendue du monde entier actuel aujourd'hui. Donc nous, à notre sein, au sein de la ferraille, nous ne voulons pas enregistrer un seul cas de Covid-19. Voilà un peu la motivation. Parce que le secteur des ferrailles, c'est un secteur de contact et puis de spéculation. Donc il est important de faire vacciner nos compatriotes. Notons que la vaccination contre la Covid-19 est volontaire et gratuite. Le pays a accueilli vendredi dernier 1 500 000 doses de vaccin Pfizer dans le but d'intensifier la campagne de vaccination. La note très salée de la pandémie de coronavirus pour la Côte d'Ivoire. Le pays a perdu plus de 50 milliards de francs CFA de recettes depuis l'avènement de la crise sanitaire. Révélation ce vendredi de Moussa Sanogo, le ministre du Budget. Il était l'invité des étudiants de l'Université Nord-Sud d'Abidjan. Salif Yadekwe, Kimo Eric. Cocody Université Nord-Sud, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, échange avec les étudiants de cet établissement sur les questions du budget et les nombreuses réformes dans son département. Occasion également pour le ministre de prodiguer de nombreux conseils à ses filleuls du jour. La rigueur, le travail comme leitmotiv pour réussir. Quand un État s'entête, c'est un avantage pour lui s'il utilise cela à améliorer ses capacités de création de richesses. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous faisons. On investit dans des routes, on investit dans des hôpitaux, on investit dans des barrages, les impôts. Là aussi, les gros travaux qui ont été faits ont porté essentiellement sur les questions de digitalisation. Assurer le télépaiement, pour que les gens aient à se déplacer pour aller faire des paiements au guichet des impôts, mettre en place un système d'information qui permet d'avoir une vision à 360 degrés du contribuable. Dans la vie, il ne faut pas se mettre dans la perspective d'avoir tout de suite ce qui est grand. Vous avez l'habitude de travailler comme il faut. Le jour où vous serez mis dans les conditions où on demanderait de faire beaucoup d'efforts, et soyez certains que les grands postes de responsabilité demandent des efforts importants, une grande disponibilité. Et ça, je vous garantis que si vous n'avez pas pris cette habitude, ça va être compliqué. Des échanges enrichissants appréciés par les participants. Je retiens que c'est un homme courageux. Il s'est battu pour être là où il est. Et il y a une seule voie par laquelle l'homme doit réussir, par le travail. Bon, je retiens personnellement que toute personne qui voudrait avancer, qui voudrait être quelqu'un demain, devra se mettre dans les conditions qu'il faut pour pouvoir atteindre son objectif, se donner les moyens de sa politique. Moussa Sanogo a révélé que les recettes de la Côte d'Ivoire ont baissé de plus de 50 milliards de francs CFA après la survenue de la maladie à coronavirus. De la culture dans ce journal, une nuit dédiée au pagne est prévue cette nuit à Cocody. C'est le festival Abidjan Pagne. Les artisans et les accessoiristes locaux seront mis en avant au cours de cette soirée. L'événement a été annoncé en présence de Pierre Dipomélin. Reportage. L'industrie du pagne, difficultés et perspectives. C'est le thème du festival Abidjan Pagne qui veut magnifier le pagne africain à travers des panels, concours d'accessoiristes, des expositions et la mise en lumière de tous ceux qui interviennent dans la chaîne de valeur. L'objectif étant d'accroître l'estime du pagne dans le cœur des Ivoiriens.
L'objectif, c'est d'amener la population à consommer local, c'est d'amener la population à consommer ce que les artisans font localement, ce que quand je dis artisans, c'est les stylistes qui interviennent en fait dans la production du coton, les tisserands. Donc, c'est de conscientiser la population. Avec ce genre d'événement, la population est incitée, n'est-ce pas, à venir vers les créateurs locaux. Ce qui nous intéresse dans ce festival, le festival s'appelle le Festival Abidjan Pagne. Mais le pagne, c'est un morceau d'étoffe, normalement. Mais nous, derrière la terminologie de pagne, nous pensons au pagne qui est fabriqué et qui est issu de notre riche patrimoine vestimentaire. Nous parlons de pagne au niveau local, confectionné dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Nous pensons au pagne baoulé, au pagne le kamandjé qui est fait par les gourous. Il y a également le pagne tissé au niveau du nord et le pagne dan au niveau de l'ouest également. Le Festival du Pagne est à sa 4e édition. Il compte dynamiser le secteur qui fait face à de nombreuses difficultés, entre autres la contrefaçon, la concurrence déloyale. Dans l'actualité internationale, au Nigeria, des centaines de combattants de Boko Haram se rendent à l'armée. L'armée en revendique la responsabilité, mais selon des experts, ces redditions seraient liées aux pertes récentes de Boko Haram face à des djihadistes rivaux du groupe État islamique. Yeli Traoré. Des combattants de Boko Haram, massés par dizaines, reçoivent des couverts et de la nourriture distribués par l'armée nigériane. Ils abandonnent les combats et rendent leurs armes sur fond de repentance. Pour les Nigérians, cet acte démontre que la situation s'améliore. Je pense que c'est une bonne chose que de se rendre. Ça montre que la situation s'améliore dans le pays. Donc je pense que la reddition est une bonne chose. Ça nous permet de les recueillir en tant que citoyens au sein de la nation. Selon des analystes et des sources sécuritaires, ces redditions sont probablement liées aux pertes récentes de Boko Haram dans ses luttes contre les djihadistes rivaux. Tout comme ceux qui se sont rendus, nous prions pour qu'Allah montre la bonne voie aux autres combattants de Boko Haram pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font n'est pas bien, afin qu'ils puissent être en paix et mener une vie heureuse. À quoi bon vivre dans la misère, dans la brousse, alors que les habitants de cette ville vivent également dans des conditions difficiles? Personne ne profite de cette vie. Nous devrions la laisser derrière nous et prendre le bon chemin. L'insurrection djihadiste, qui a commencé en 2009 avec les attaques du groupe Boko Haram, est désormais presque exclusivement menée par l'ISWAP, qui a pris le contrôle de plusieurs régions après la mort d'Aboubacar Sheko, le chef de Boko Haram. Et puis NCI Reportage vous embarque ce soir à la découverte de la street food ivoirienne. Entre petits plaisirs et nostalgie, vous allez voir les incontournables de la cuisine de chez nous. Un extrait. Ça vous fait quoi quand vous mangez le garba ce goût, ça soulage, ça remplit ça compense le vide. Son attaque peut tuer même le matin. Peut-être acheter du pain à la boulangerie, mais je suis venu directement pour regarder un peu même. Parce qu'à ce midi, venir manger du garba, ça fait plaisir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous et à toutes.